C'était un gamin de 17 ans qui voulait juste le frisson de tuer quelqu'un et il les avait choisis au hasard. Il y avait un ranch à la limite de la ville, juste à côté d'un grand parc et d'un coin de baignade. Ce ranch avait plein d'animaux, mais ils avaient un problème avec leurs chèvres naines. Toutes les quelques semaines, on recevait un appel parce qu'une centaine de petites chèvres se baladaient dans le parc ou descendaient dans la rue. Un jour, c'est moi qui ai pris l'appel. Un homme dans le parc s'était fait poursuivre par les chèvres jusqu'à devoir se réfugier dans des toilettes chimiques. Il était en panique. Jean, il hurlait. Vous devez envoyer la fourrière tout de suite et pendant qu'il criait, j'entendais deux autres bruits très clairs, très répétés. Le whack. Des petites têtes de chèvres qui cognaient contre le plastique des toilettes, et leurs bêlements. Des bêlements méchants, insistants, interminables. L'homme répétait qu'il n'avait rien fait, qu'il marchait juste tranquillement, qu'il avait même essayé de les contourner. Il disait qu'au début il avait cru que c'était mignon, puis qu'elles s'étaient mises à courir vers lui comme une vague. Il avait accéléré, elles aussi. Il avait essayé de faire demi-tour, elles l'avaient suivi. Il avait tenté de grimper sur un banc, elles ont foncé dessous et elles ont continué à tourner autour comme si elles l'attendaient. Il disait qu'elles ne lâchaient pas, qu'elles l'encerclaient, qu'elles se rapprochaient à chaque fois qu'il bougeait. Il a fini par repérer les toilettes chimiques, il a couru dedans, il a claqué la porte et il s'est verrouillé comme il a pu. Il disait qu'il entendait leurs sabots sur le sol, qu'il les voyait passer par l'espace en bas, et qu'il avait l'impression qu'elles essayaient de renverser la cabine. À chaque fois qu'il parlait, ça cognait encore plus fort, comme si elle répondait. Je lui ai demandé où il était exactement, il m'a donné le nom de l'allée, puis il a ajouté qu'il voyait encore des chèvres arriver au loin. Il disait qu'elles se relayaient, qu'il y en avait toujours une ou deux qui tapaient et les autres qui restaient juste là à regarder. Il me demandait si quelqu'un venait vraiment, parce qu'il ne sortirait pas tant qu'il les entendrait. Je lui ai dit qu'on envoyait quelqu'un, qu'il fallait rester à l'intérieur et attendre. Pendant que je notais tout, j'entendais toujours le plastique trembler, les coups répétés, et ces bêlements qui ne s'arrêtaient jamais, comme si elles étaient vexées qu'il ait osé leur échapper. Qu'est-ce que ces chèvres voulaient? Qu'est-ce qu'elles lui auraient fait s'il n'avait pas trouvé refuge? On ne le saura jamais. Une femme a appelé. Dès les premières secondes, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle disait que son mari était devenu irrationnel. Il s'était barricadé dans le sous-sol de la maison. Il avait des armes avec lui. Je ne me souviens plus des détails exacts, mais ce n'étaient pas de petites armes. C'était du sérieux, quelque chose de suffisamment puissant pour inquiéter immédiatement tout le monde. L'appel s'était tiré. Minute après minute. Rien ne se débloquait. De mon côté, j'essayais de tout faire en même temps. Garder cette femme en sécurité. Empêcher qu'elle fasse quelque chose de dangereux. Espérer qu'il ne passe pas à l'acte. Penser aussi aux policiers et aux équipes qui allaient arriver sur place. Chaque décision devait éviter de provoquer une réaction incontrôlable. On a demandé l'intervention de l'équipe spécialisée. Tout avançait lentement, trop lentement. Puis il y a eu l'explosion. Un bruit sec, violent, sans ambiguïté. J'ai su immédiatement ce que c'était. Instantanément. Elle, non. Elle a demandé ce que c'était, paniquée, cherchant une explication à laquelle se raccrocher. J'ai menti. J'ai dit quelque chose comme peut-être qu'il avait renversé une table. Une excuse absurde, mais nécessaire. Je savais que si je lui disais la vérité à ce moment précis, ça la briserait. Je savais aussi qu'il y avait de grandes chances qu'il ait appuyé sur la détente. Et je suis resté en ligne. Je n'avais pas le choix. Pendant que la police mettait en place le périmètre, pendant que les procédures suivaient leur cours, je devais rester avec elle. Lui parler calmement. Lui demander de respirer. Lui dire qu'elle faisait bien ce qu'on lui demandait. La maintenir dans un état suffisamment stable pour qu'elle ne s'effondre pas avant que quelqu'un arrive physiquement auprès d'elle. J'y suis arrivé. Elle est restée avec moi jusqu'au bout.
Mais cet appel était horrible. Vraiment. Il laissait une sensation lourde, sale, comme si quelque chose s'était accroché à toi sans vouloir te lâcher. Après coup, j'ai entendu une rumeur. Je n'ai jamais su si elle était vraie. Apparemment, elle aurait été atteinte d'un cancer en phase terminale et il n'aurait pas supporté l'idée de la perdre. S'il y a la moindre part de vérité là-dedans, alors toute cette histoire est encore plus tragique. Après ce genre d'événement, j'évitais de lire les avis de décès. Pas par indifférence, mais parce que certains détails n'apportent rien de bon. Parfois, ne pas savoir exactement comment tout s'est terminé est la seule manière de continuer à prendre le prochain appel. Je suis un ancien opérateur du 911. Parfois, les appels qui te restent en tête ne sont pas ceux où il y a le plus de traumatisme physique. Une fois, j'ai reçu l'appel d'un ado de 17 ans qui rentrait chez lui après une soirée pyjama et qui a découvert que sa mère avait déménagé. Elle avait simplement fait ses valises, embarqué sa sœur et tout ce qu'il y avait dans la maison, et était partie pendant qu'il était absent, sans laisser d'adresse, ni d'information, ni moyen de la retrouver. Elle avait aussi coupé son téléphone portable ce matin-là, donc littéralement le seul numéro qu'il pouvait appeler, c'était le 911. Il faisait un effort énorme pour ne pas pleurer, sa voix tremblait, et il n'arrêtait pas de s'excuser de m'avoir appelé au 911. Il ne savait juste pas quoi faire d'autre et il n'avait pas d'autre famille. Elle avait aussi tout emporté, donc tout ce qu'il lui restait, c'était 2 ou 3 affaires qu'il avait amenées chez son ami. Il m'a dit que ses 18 ans étaient dans quelques semaines, et qu'il n'avait absolument plus rien. Les policiers qui sont intervenus l'ont emmené dans un foyer. Je pense souvent à lui, et j'espère qu'il va bien. Même si c'était un gamin qui avait eu des problèmes ou des soucis de comportement, je n'arrive pas à imaginer rentrer chez soi et découvrir que sa mère t'a abandonné. Je reçois un appel d'une femme en état de panique totale. Sa voix tremble, elle parle trop vite, mais certains mots passent quand même. Un homme s'est enfermé dans le garage. Il est armé. Il répand du carburant partout. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai engagé absolument toutes les ressources possibles. Incendie, police, secours, tout ce qui pouvait être mobilisé est parti immédiatement, même si rien n'était officiellement confirmé. Il y a des moments où la logique administrative n'a plus d'importance. À la façon dont certaines personnes paniquent, on sait qu'elles ne sont pas en train d'exagérer ou d'inventer. On sent que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Et j'ai bien fait. Quelques secondes plus tard, elle a crié. Puis il y a eu le bruit. Le carburant qui s'embrase d'un coup. Ce n'est pas un simple feu qui démarre. C'est une détonation sourde, violente, presque animale. Un son qui traverse la ligne et qui reste dans la tête longtemps après. Le garage a brûlé. La maison a brûlé. Plusieurs voitures ont brûlé. Quand les premières équipes sont arrivées, tout était déjà largement hors de contrôle. De notre côté, on a très vite supposé qu'il était mort à l'intérieur. Avec une telle quantité de carburant, enfermé dans un espace clos, ça semblait inévitable. Les pompiers n'ont pas pu entrer normalement. La structure était trop instable, trop chaude. Ils ont dû utiliser une tronçonneuse pour découper un mur et accéder au garage afin de pouvoir attaquer le feu de l'intérieur. Tout le monde s'attendait à trouver un corps dans les décombres. Mais il n'y avait rien. Aucun reste. Aucun signe de lui. Il avait apparemment réussi à s'échapper. Comment, à quel moment, par où, personne n'en était vraiment sûr. Dans le chaos, la fumée, le feu, il avait disparu sans que personne ne le voie sortir. Cette réalisation a ajouté une autre couche de malaise à toute l'affaire. Ce n'était plus seulement une tentative de suicide suivie d'un incendie. C'était quelqu'un d'armé, capable de disparaître après avoir mis le feu à sa propre maison. Je n'ai jamais su s'ils l'ont retrouvé plus tard. Je suppose que oui. On finit presque toujours par rattraper ce genre de personnes. Mais cette certitude n'efface pas ce moment précis, celui où l'on comprend que ce qu'on croyait terminé ne l'est pas du tout.
Quand j'ai demandé l'adresse, j'ai eu un homme furieux qui hurlait « Fais juste venir cette putain d'ambulance ici ». Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, l'appelant a dit « T'as pas besoin de putain de savoir ça. J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est passé pour que je sache qui a envoyé et quel matériel apporter, monsieur. Envoie juste une putain d'ambulance, mon gosse fait une crise. Et n'envoie pas de putain de flic. » Quand un appelant dit « N'envoyez pas la police », c'est en gros lui qui se dénonce. Il faut envoyer la police, parce que le patient ou l'équipe de secours, ou les deux, peuvent être en danger. Donc j'ai passé une note à mon collègue qui dispatchait « Envoyez police ». Appelant extrêmement non coopératif. J'ai essayé de faire au mieux pour poser le reste des questions. Quel âge a l'enfant? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il respire? Est-ce que la crise s'est arrêtée? Etc. Je n'ai reçu que des insultes. Tout ce que je savais, c'est qu'un enfant avait fait une crise au moment où l'appel avait commencé, qu'il y avait des cris en arrière-plan, et des hurlements terribles tout près du téléphone. Main en l'air. Et c'est quoi ce bordel, salope? Et c'était fini. La police avait interpellé l'appelant. Le patient était un tout petit, qui avait été tabassé à 2 doigts de la mort par cet enfoiré. C'était terrifiant et horrible, et j'ai serré mon propre enfant un peu plus fort cette nuit-là. Une femme hurlait au bout du fil, complètement incohérente. Elle criait sans reprendre son souffle. J'entendais qu'elle essayait d'expliquer ce qui se passait, mais impossible de comprendre quoi que ce soit. Sa panique remplissait tout l'espace. Plus elle criait, moins les mots existaient. Il a fallu un temps interminable pour réussir à la calmer juste assez afin d'obtenir quelque chose de compréhensible. Phrase après phrase, presque arrachée, j'ai fini par comprendre. Son mari et son fils avaient entendu une vitre se briser dehors. La fenêtre de leur camion venait d'exploser. Sans réfléchir, ils étaient sortis ensemble pour attraper l'homme qu'ils pensaient responsable. L'homme était prêt. Ce n'était pas un acte impulsif. Le mari a été poignardé. Le fils a reçu du spray au poivre en plein visage. Pendant qu'il se faisait attaquer, la femme appelait, seule à l'intérieur, incapable de voir exactement ce qui se passait mais entendant tout. Les cris, les ordres, la confusion. À ce moment-là, elle perdait totalement pied. Elle passait de la colère à la peur à des sanglots incontrôlables, puis revenait aux cris. De mon côté, je faisais ce que je pouvais. Poser des questions simples. Redemander les mêmes informations. Essayer de garder un fil logique alors que tout s'effondrait de l'autre côté de la ligne. Chaque seconde semblait inutilement longue. Je ne pouvais ni voir, ni intervenir, seulement écouter et tenter de transformer le chaos en informations exploitables. Ce qui a finalement permis d'arrêter l'agresseur, ce n'est pas une action rapide ou précise, mais le nombre. Le bruit avait attiré les voisins. Les portes se sont ouvertes. Des gens sont sortis en courant, sans vraiment savoir ce qui se passait, mais conscients que quelque chose de grave était en train d'arriver. Quelqu'un a réussi à plaquer l'homme au sol. D'autres l'ont maintenu jusqu'à notre arrivée. Quand tout a été terminé, que les secours ont pris le relais, que les blessés ont été pris en charge, il ne restait plus que le silence sur la ligne. Elle respirait encore fort, mais elle ne criait plus. J'ai raccroché en sachant que, cette fois, ça allait. Je ne suis pas opérateur mais j'ai entendu cette histoire. Une femme était sortie de sa voiture, avait refermé la porte, puis elle avait fait le tour pour aller chercher son bébé dans le siège auto. En arrivant à la porte côté enfant, la voiture s'est verrouillée toute seule et elle avait laissé les clés à l'intérieur. Donc son bébé était coincé dans la voiture, et c'était une journée d'été très chaude, alors elle a immédiatement appelé le 911. L'opérateur lui a répondu que ça ne rentrait pas dans la catégorie des urgences et il a raccroché. La mère a essayé de rappeler mais ça sonnait occupé, alors elle a commencé à taper sur la vitre et à crier pour attirer l'attention. Personne ne bougeait assez vite et elle voyait son bébé s'agiter dans le siège, incapable de sortir. Elle a regardé autour d'elle, a ramassé une grosse branche et elle a fracassé la vitre arrière. Elle a ouvert,
elle a détaché son bébé en tremblant et elle l'a sorti de là. Ensuite elle a appelé quelqu'un pour qu'on vienne l'aider, puis les secours sont arrivés après coup, quand tout était déjà fini. L'opérateur a été viré. C'est en réalité l'histoire de mon père, mais j'aimerais la partager avec toi. À l'époque, il travaillait comme pompier dans une caserne locale. C'était un métier qu'il connaissait par cœur, avec ses interventions physiques, ses routines et son esprit d'équipe. Un jour pourtant, on lui a demandé de remplacer pendant quelques minutes un opérateur, un premier répondant chargé de prendre les appels d'urgence. Cela devait être temporaire, presque anodin, juste le temps de dépanner. La malchance a voulu que, précisément à ce moment-là, un appel très particulier arrive. Un homme voulait se suicider. Son intention était de prévenir la police afin qu'on sache où retrouver son corps, mais il s'est trompé de numéro et a appelé les pompiers. C'était en Pologne, à une époque où chaque service d'urgence avait son propre numéro distinct. La police, les pompiers et les secours médicaux n'étaient pas regroupés sous un numéro unique, ce qui rendait ce genre d'erreur possible. Mon père s'est retrouvé seul au bout du fil avec cet homme. Il a immédiatement compris que la situation était grave. On lui a demandé de le faire parler, de gagner du temps, afin que la ligne puisse être localisée et que quelqu'un puisse intervenir avant qu'il ne passe à l'acte. Mon père n'avait pas été formé pour ce type de conversation prolongée. Il n'était pas psychologue. Il était pompier. Pourtant, il est resté calme et a continué à parler. Au fil de l'échange, il a essayé de détourner la discussion, de poser des questions simples, de créer un lien. À un moment, presque par hasard, il a appris que cet homme aimait la pêche. C'était aussi une passion de mon père. Il a saisi cette occasion sans hésiter. Il s'est mis à parler de poissons, de rivières, de matériel, de sorties à l'aube, de moments de silence au bord de l'eau. L'homme a commencé à répondre plus longuement. Sa voix a changé. Il s'est mis à raconter des souvenirs, des détails, des anecdotes. Le temps passait. Chaque minute gagnée comptait. Pendant ce temps, les équipes tentaient de localiser l'appel. Mon père continuait de parler, sans savoir combien de temps il devrait tenir, ni s'il disait les bonnes choses. Il n'essayait pas de convaincre directement. Il écoutait. Il partageait. Il maintenait la conversation en vie. À un moment donné, un supérieur est intervenu et lui a dit d'interrompre l'appel. La ligne avait été localisée. La police était déjà en route vers l'endroit où se trouvait l'homme. Mon père a raccroché sans savoir comment cela allait se terminer. Plus tard, il a appris ce qui s'était passé. Les policiers l'avaient trouvé dans une forêt, à la périphérie d'une autre ville. Il se préparait à se pendre. Personne n'a jamais vraiment su comment il avait réussi à appeler cette caserne en particulier depuis un endroit aussi éloigné. Mais ils sont arrivés à temps. Ils ont pu l'empêcher de passer à l'acte et lui sauver la vie. Moi non, mais la copine de mon père depuis longtemps était opératrice au 911. C'était littéralement un ange sur terre, mais elle avait les histoires les plus déchirantes. La pire à laquelle je pense, c'était une femme âgée qui a appelé le 911 parce que son mari s'était enfermé dans leur chambre et refusait de sortir, malgré tout ce qu'elle disait, malgré le fait qu'elle le suppliait. La dame répétait qu'elle essayait de le raisonner, qu'elle frappait à la porte, qu'elle lui demandait juste d'ouvrir, de lui parler, de ne pas faire ça. Puis elle a fini par crier, « Il est là-dedans et il a un pistolet, s'il vous plaît dépêchez-vous ». Pendant que l'opératrice essayait de la calmer et de lui dire de rester à distance de la porte, de ne pas forcer l'entrée, la femme continuait à parler en même temps, comme si elle voulait remplir le silence, comme si elle avait peur qu'une seconde sans voix suffise. Elle disait qu'elle ne comprenait pas, qu'il venait juste de se disputer, qu'il n'était pas comme ça, qu'elle avait essayé de lui enlever l'arme mais qu'il l'avait repoussée et s'était enfermée. L'opératrice lui demandait si elle entendait quelque chose, si elle pouvait rester dans une autre pièce, si quelqu'un d'autre était dans la maison. Elle lui disait de respirer, de rester au téléphone, que les secours étaient en route, qu'elle faisait tout ce qu'il fallait. La femme répétait encore, « Je vous en supplie, venez vite, je vous en supplie. » Et là,
Elle a entendu le bruit sec, le bruit impossible à confondre, le pop d'un coup de feu. Je n'ose même pas imaginer les hurlements à l'autre bout du téléphone après ça, cette pauvre femme qui a dû entendre son mari se suicider derrière la porte. Et l'opératrice qui reste là, au bout du fil, a essayé de la faire tenir, à lui parler sans arrêt, à lui dire de ne pas ouvrir, que les secours arrivent, qu'elle n'est pas seule, tout en sachant que c'était déjà trop tard. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.